Conte merveilleux de Hans Christian Andersen. Tome 2. Le shilling d'argent. Il y avait une fois un shilling. Lorsqu'il sortit de la monnaie, il était d'une blancheur éblouissante. Il sauta, tinta. « Hurrah !» dit-il. « Me voilà parti pour le vaste monde. » Et il devait en effet parcourir bien des pays. Il passa dans les mains de diverses personnes. L'enfant le tenait ferme avec ses menottes chaudes. L'avare le serrait convulsivement dans ses mains froides. Les vieux le tournaient, le retournaient, Dieu sait combien de fois avant de le lâcher. Les jeunes gens le faisaient rouler avec insouciance. Notre shilling était d'argent de bonne aloi, presque sans alliage. Il y avait déjà 1 an qu'il trottait par le monde sans avoir quitté encore le pays où on l'avait monnayé. Un jour enfin, il partit en voyage pour l'étranger. Son possesseur l'emportait par mégarde. Il avait résolu de ne prendre dans sa bourse que de la monnaie du pays où il se rendait. Aussi fut-il surpris de retrouver, au moment du départ, ce shilling égaré. « Ma foi, gardons-le, se dit-il. Là-bas, il me rappellera le pays. » Il laissa donc retomber au fond de la bourse le shilling qui bondit et résonna joyeusement. Le voilà donc parmi une quantité de camarades étrangers qui ne faisaient qu'aller et venir. Il en arrivait toujours de nouveaux avec des effigies nouvelles et il ne restait guère en place. Notre shilling, au contraire, ne bougeait pas. On tenait donc à lui. C'était une honorable distinction. Plusieurs semaines s'étaient écoulées. Le shilling avait fait déjà bien du chemin à travers le monde, mais il ne savait pas du tout où il se trouvait. Les pièces de monnaie qui survenaient lui disaient les unes qu'elles étaient françaises, les autres qu'elles étaient italiennes. Telle qui entrait lui apprit qu'on arrivait en telle ville, telle autre qu'on arrivait dans telle autre ville. Mais c'était insuffisant pour se faire une idée du beau voyage qu'il faisait. Au fond du sac, on ne voit rien, et c'est le cas de notre shilling. Il s'avisa un jour que la bourse n'était pas fermée. Il glissa vers l'ouverture pour tâcher d'apercevoir quelque chose. Mal lui en prit d'être trop curieux. Il tomba dans la poche du pantalon. Quand le soir son maître se déshabilla, il en retira sa bourse, mais il laissa le shilling. Le pantalon fut mis dans l'antichambre avec les autres habits pour être brossé par le garçon d'hôtel. Le shilling s'échappa de la poche et roula par terre. Personne ne l'entendit, personne ne le vit. Le voyageur les revêtit. Le lendemain, les habits furent rapportés dans la chambre. Le voyageur les revêtit, quitta la ville, laissant là le shilling perdu. Quelqu'un le trouva et le mit dans son gousset, pensant bien s'en servir. « Enfin, dit le shilling, je vais donc circuler de nouveau et voir d'autres hommes, d'autres mœurs et d'autres usages que ceux de mon pays. » Lorsqu'il fut sur le point de passer en de nouvelles mains, il entendit ces mots. « Qu'est-ce que cette pièce ? Je ne connais pas cette monnaie. C'est probablement une pièce fausse. Je n'en veux pas. Elle ne vaut rien. » C'est en ce moment que commencent en réalité les aventures du shilling, et voici comment il racontait plus tard à ses camarades les traverses qu'il avait essuyées. « Elle est fausse, elle ne vaut rien. » À ces mots, disait le shilling, je vibrais d'indignation. Ne savais-je pas bien que j'étais de bon argent, que je sonnais bien, et que mon empreinte était loyale et authentique ? Ces gens se trompent, pensai-je. Ou plutôt, ce n'est pas de moi qu'ils parlent. Mais non, c'était bien de moi-même qu'il s'agissait. C'était bien moi qu'ils accusaient d'être une pièce fausse. Je la passerai ce soir à la faveur de l'obscurité, se dit l'homme qui m'avait ramassé. C'est ce qu'il fit en effet. Le soir, on m'accepta sans mot dire. Mais le lendemain, on recommença à m'injurier de plus belle. « Mauvaise pièce » disait-on. Tâchons de nous en débarrasser. Je tremblais entre les doigts des gens qui cherchaient à me glisser furtivement à autrui. « Malheureux que je suis » m'écriai-je. « À quoi me sert-il d'être si pur de tout alliage, d'avoir été si nettement frappé ? On n'est donc pas estimé dans le monde à sa juste valeur, mais d'après l'opinion qu'on se forme de vous. Ce doit être bien affreux d'avoir la conscience chargée de fautes, puisque même innocent, on souffre à ce point d'avoir seulement l'air coupable. » Chaque fois qu'on me produisait à la lumière pour me mettre en circulation, je frémissais de crainte. Je m'attendais à être examiné, scruté, pesé, jeté sur la table, dédaigné et injurié comme l'œuvre du mensonge et de la fraude. J'arrivais ainsi entre les mains d'une pauvre vieille femme.
Elle m'avait reçu pour salaire d'une rude journée de travail. Impossible de tirer parti de moi. Personne ne voulait me recevoir. C'était une perte sérieuse pour la pauvre vieille. Me voilà donc réduite, se dit-elle, à tromper quelqu'un en lui faisant accepter cette pièce fausse. C'est bien contre mon gré, mais je ne possède rien, et je ne puis me permettre le luxe de conserver un mauvais shilling. Ma foi, je vais le donner au boulanger qui est si riche. Cela lui fera moins de tort qu'à n'importe qui. C'est mal néanmoins ce que je fais. Faut-il que j'aie encore le malheur de peser sur la conscience de cette brave femme, me dis-je en soupirant. Ah, qui aurait supposé, en me voyant si brillant dans mon jeune temps, qu'un jour je descendrais si bas. La vieille femme entra chez l'opulent boulanger. Celui-ci connaissait trop bien les pièces ayant cours pour se laisser prendre. Il me jeta à la figure de la pauvre vieille qui s'en alla honteuse et sans pain. C'était pour moi le comble de l'humiliation. J'étais désolée et navrée, comme peut l'être un shilling méprisé, dont personne ne veut. La bonne femme me reprit pourtant, et de retour chez elle, elle me regarda de son regard bienveillant. « Non, dit-elle, je ne veux plus chercher à attraper personne. Je vais te trouer pour que chacun voie bien que tu es une pièce fausse. Mais l'idée m'en vient tout à coup. Qui sait? Ne serais-tu pas une de ces pièces de monnaie qui portent bonheur? J'en ai comme un pressentiment. Oui, c'est cela. Je vais te percer au milieu et passer un ruban par le trou. Je t'attacherai au cou de la petite fille de la voisine et tu lui porteras bonheur. » Elle me transperça comme elle l'avait dit, et ce ne fut pas pour moi une sensation agréable. Toutefois, de ceux dont l'intention est bonne, on supporte bien des choses. Elle passa le ruban par le trou. Me voilà transformée en une sorte de médaillon, et l'on me suspend au cou de la petite, qui, toute joyeuse, me sourit et me baise. Je passai la nuit sur le sein innocent de l'enfant. Le matin venu, sa mère me prit entre les doigts, me regarda bien. Elle avait son idée sur moi, je le devinais aussitôt. Elle prit des ciseaux et coupa le ruban. « Ah, tu es un shilling qui porte bonheur, dit-elle. C'est ce que nous verrons. » Elle me plongea dans du vinaigre. Oh, le bain pénible que je subis. J'en devins verdâtre. Elle mit ensuite du mastic dans le trou, et sur le crépuscule alla chez le receveur de la loterie afin d'y prendre un billet. Je m'attendais à un nouvel affront. On allait me jeter avec dédain, et cela devant une quantité de pièces fières de leur éclat. J'échappai à cet affront. Il y avait beaucoup de monde chez le receveur. Il ne savait qui entendre. Il me lança parmi les autres pièces, et comme je rendis un bon son d'argent, tout fut dit. J'ignore si le billet de la voisine sortit au premier tirage, mais ce que je sais bien, c'est que le lendemain, je fus reconnu de nouveau pour une mauvaise pièce et mis à part pour être passé en fraude. Mes misérables pérégrinations recommencèrent. Je roulais de main en main, de maison en maison, insulté, mal vu de tout le monde. Personne n'avait confiance en moi et je finis par douter de ma propre valeur. Dieu, quel affreux temps ce fut là! Arrive un voyageur étranger, on s'empresse naturellement de lui passer la mauvaise pièce qu'il prend sans la regarder. Mais quand il veut me donner à son tour, chacun se récrie. Elle est fausse, elle ne vaut rien. Voilà les affligeantes paroles que je fus condamné pour la 100e fois à entendre. On me l'a pourtant donnée pour bonne, dit l'étranger, en me considérant avec attention. Un sourire s'épanouit, tout à coup, sur ses lèvres. C'était extraordinaire. Tout autre était l'impression que je produisais habituellement sur ceux qui me regardaient. « Tiens, s'écria-t-il, c'est une pièce de mon pays, un brave et honnête shilling. On l'a troué. On l'a traité comme une pièce fausse. Je vais le garder et je le remporterai chez nous. » Je fus, à ces mots, pénétré de la joie la plus vive. Depuis longtemps, je n'étais plus accoutumé à recevoir des marques d'estime. On m'appelait un brave et honnête shilling, et bientôt, je retournerais dans mon pays, où tout le monde me ferait fête comme autrefois. Je crois que dans mon transport, j'aurais lancé des étincelles si ma substance l'avait permis. Je fus enveloppé dans du beau papier de soie, afin de ne plus être confondu avec les autres monnaies, et lorsque mon possesseur rencontrait des compatriotes, il me montrait à eux. Tous disaient du bien de moi, et l'on prétendait même que mon histoire était intéressante. Enfin, j'arrivai dans ma patrie, toutes mes peines furent finies, et je repris un nouveau plaisir à l'existence. Je n'éprouvais plus de contrariété, je ne subissais plus d'affront.
J'avais l'apparence d'une pièce fausse à cause du trou dont j'étais percée. Mais cela n'y faisait rien. On s'assurait tout de suite que j'étais de bonne aloi et l'on me recevait partout avec plaisir. Ceci prouve qu'avec la patience et le temps, on finit toujours par être apprécié à sa véritable valeur. C'est vraiment ma conviction, dit le shilling en terminant son récit. Le soleil raconte. Maintenant, c'est moi qui raconte, dit le vent. Non, si vous permettez, protestait la pluie. C'est mon tour à présent. Cela fait des heures que vous êtes posté au coin de la rue en train de souffler de votre mieux. Quelle ingratitude, soupira le vent. En votre honneur, je retourne les parapluies. J'en casse même plusieurs, et vous me brusquez ainsi. C'est moi qui raconte, dit le rayon de soleil. Il s'exprima si fougueusement et en même temps avec tant de noblesse que le vent se coucha et cessa de mugir et de grogner. La pluie le secoua en rouspétant. « Est-ce que nous devons nous laisser faire ? Il nous suit tout le temps. Nous n'allons tout de même pas l'écouter. Cela n'en vaut pas la peine. » Mais le rayon de soleil raconta. Un cygne volait au-dessus de la mer immense, et chacune de ses plumes brillait comme de l'or. Une plume tomba sur un grand navire marchand qui voguait toute voile dehors. La plume se posa sur les cheveux bouclés d'un jeune homme qui surveillait la marchandise. On l'appelait supercargo. La plume de l'oiseau de la fortune toucha son front, se transforma dans sa main en plume à écrire, et le jeune homme devint bientôt un commerçant riche qui pouvait se permettre d'acheter des éperons d'or et échanger un tonneau d'or contre un blason de noblesse. Je le sais, parce que je l'éclairais, ajouta le rayon de soleil. Le cygne survola un pré vert. Un petit berger de 7 ans venait juste de se coucher à l'ombre d'un vieil arbre. Le cygne embrassa une des feuilles de l'arbre, laquelle se détacha et tomba dans la paume de la main du garçon. Et la feuille se multiplia en 3, 10 feuilles, puis en tout un livre. Ce livre apprit au garçon les miracles de la nature, sa langue maternelle, la foi et le savoir. Le soir, il reposait sa tête sur lui pour ne pas oublier ce qu'il y avait lu, et le livre l'amena jusqu'au banc de l'école et à la table du grand savoir. « J'ai lu son nom parmi les noms des savants, » affirma le soleil. Le cygne descendit dans la forêt calme et se reposa sur les lacs sombres et silencieux, parmi les nénuphars et les pommiers sauvages qui les bordent, là où nichent les coucous et les pigeons sauvages. Une pauvre femme ramassait des ramilles dans la forêt, et comme elle les ramenait à la maison sur son dos en tenant son petit enfant dans ses bras, elle aperçut un cygne d'or, le cygne de la fortune, s'élever des roseaux près de la rive. Mais qu'est-ce qui brillait là-haut ? Un œuf d'or ? La femme le pressa contre sa poitrine, et l'œuf resta chaud. Il y avait sans doute de la vie à l'intérieur. Oui, on sentait des coups, légers. La femme les perçut, mais pensa qu'il s'agissait des battements de son propre cœur. À la maison, dans sa misérable et unique pièce, elle posa l'œuf sur la table. Tic, tac, entendit-on à l'intérieur. Lorsque l'œuf se fendilla, la tête d'un petit cygne, comme emplumé d'or pur, en sortit. Il avait 4 anneaux autour du cou, et comme la pauvre femme avait 4 fils, 3 à la maison et le 4e qui était avec elle dans la forêt, elle comprit que ces anneaux étaient destinés à ses enfants. À cet instant, le petit oiseau d'or s'envola. La femme embrassa les anneaux, puis chaque enfant embrassa le sien. Elle appliqua chaque anneau contre son cœur et le leur mit au doigt. Un des garçons prit une motte de terre dans sa main et la fit tourner entre ses doigts jusqu'à ce qu'il en sortît la statue de Jason, portant la toison d'or. Le 2e garçon courut sur le pré où s'épanouissaient des fleurs de toutes les couleurs. Il en cueillit une pleine poignée et les pressa très fort. Puis il trempa son anneau dans le jus. Il sentit un fourmillement dans ses pensées et dans sa main. 1 an et 1 jour après, dans la grande ville, on parlait d'un grand peintre. Le 3e des garçons mit l'anneau dans sa bouche, où elle résonna et fit retentir un écho du fond du cœur. Des sentiments et des pensées s'élevèrent en sons, comme des cygnes qui volent, puis plongèrent comme des cygnes dans la mer profonde de la pensée. Le garçon devint le maître des sons, et chaque pays au monde peut dire à présent « Oui, il m'appartient ».
Le quatrième, le plus petit, était le souffre-douleur de la famille. Les gens se moquaient de lui, disaient qu'il avait la pépie et qu'à la maison, on devrait lui donner du beurre et du poivre comme au poulet malade. Il y avait tant de poison dans leurs paroles. Mais moi, je lui ai donné un baiser qui valait 10 baisers humains. Le garçon devint un poète. La vie lui donna des coups et des baisers, mais il avait l'anneau du bonheur du signe de la fortune. Ses pensées s'élevaient librement comme des papillons dorés, symbole de l'immortalité. Quel long récit, bougonna le vent. Et si ennuyeux, ajouta la pluie. Soufflez sur moi pour que je m'en remette. Et le vent souffla, et le rayon de soleil raconta. Le signe de la fortune vola au-dessus d'un golfe profond où des pêcheurs avaient tendu leurs filets. Le plus pauvre d'entre eux songeait à se marier, et aussi se maria-t-il bientôt. Le signe lui apporta un morceau d'ambre. L'ambre a une force attractive et il attira dans sa maison la force du cœur humain. Tous dans la maison vécurent heureux, dans de modestes conditions. Leur vie fut éclairée par le soleil. « Oh, cela suffit maintenant !» dit le vent. « Le soleil raconte depuis bien longtemps, je me suis ennuyé. Et nous, qui avons écouté le récit du rayon du soleil, que dirons-nous ? Nous dirons « Le rayon du soleil a fini de raconter. » La soupe à la brochette. Écoutez, quel festin exquis nous avons fait hier, dit une vieille souris à une de ses commères qui n'avait pas assisté au repas. Je me trouvais la 20e à gauche de notre vieux roi. J'espère que c'était là une place honorable. Cela doit vous intéresser de connaître le menu. Les entrées se suivaient dans un ordre parfait. Du pain moisi, de la couenne, du suif. Et pour le dessert, des saucisses entières. Et puis cela recommença une seconde fois. C'est comme si nous avions eu 2 repas. On était tous de joyeuse humeur, on disait des niaiseries. Tout fut dévoré. Il ne resta que les brochettes des saucisses. Une de mes voisines rappela la locution proverbiale. Soupe à la brochette, qu'on appelle aussi soupe aux cailloux, dans d'autres pays. Tout le monde en avait entendu parler. Personne n'en avait goûté, et encore moins ne savait le préparer. On porta un toast fort spirituellement tourné à l'inventeur de cette soupe. Le vieux roi se leva alors et déclara que celle des jeunes souris qui saurait faire cette soupe de la façon la plus appétissante deviendrait son épouse, serait reine. Il donna un délai d'1 an et 1 jour pour se préparer à l'épreuve. « L'idée n'est vraiment pas mauvaise, dit la commère. Mais comment peut-on préparer cette bienheureuse soupe ? Oui, comment s'y prendre ? C'est ce que se demandent toutes nos jeunes demoiselles de la gent souricière, et les vieilles aussi. Toutes voudraient bien être reines, mais ce qui les effraie, c'est que, pour trouver la fameuse recette, il faut quitter père et mère et se lancer à l'aventure à travers le vaste monde. Qui sait si, à l'étranger, on trouve tous les jours son comptant de croûte de fromage ou de couenne. Il est probable qu'on doit y souffrir la faim, que l'on risque d'être croqué par le chat. Et en effet, cette vilaine perspective refroidit vite l'ardeur des jeunes souricelles. Il n'y en eut que 4 qui se présentèrent pour tenter l'expérience. Elles étaient jeunes, gentilles et alertes, mais pauvres. Chacune se dirigea vers un des points cardinaux. On leur souhaita à toutes bonne chance. Elles partirent au commencement de mai. Elles ne revinrent que juste 1 an après. Mais 3 seulement. La 4e manquait. Elle n'avait pas non plus donné de ses nouvelles. Le jour fixé était arrivé. « Tout plaisir est mêlé de quelque peine, » dit le roi. « La pauvre petite aura péri. » Puis il donna l'ordre de convoquer, dans une vaste cuisine, toutes les souris à bien des lieues à la ronde. Les 3 souricelles étaient placées à part, sur le même rang. À côté d'elles, une brochette recouverte d'un voile noir, en souvenir de la 4e, qui n'avait pas reparu. Il fut ordonné que personne ne pourrait émettre un avis sur ce qui allait se dire avant que le roi eût exprimé son opinion. Ce que la première souricelle avait vu et appris dans ses voyages. Je commençai par m'embarquer sur un navire qui vogua vers le nord.
Je m'étais laissé dire que le maître Queux était un habile homme qui savait se tirer d'affaire et que sur mer, en effet, il fallait pouvoir faire la cuisine avec peu de choses. Peut-être, m'étais-je dit, sera-t-il obligé de faire la soupe avec une brochette? Nous verrons alors comment il s'y prendra. Mais pas du tout. Il y avait là quantité de tranches de lard, de gros tonneaux de viande salée et de belle farine. Ma foi, je vécus dans l'abondance. Il ne fut pas question de faire de la soupe à la brochette. Nous naviguâmes bien des nuits et des jours. Le navire dansait effroyablement. Enfin, nous arrivâmes à destination, tout à l'extrême nord. Je quittai le navire et m'élançai à terre. Je vis devant moi de grandes et épaisses forêts de sapins et de bouleaux. Une forte odeur de résine s'en dégageait. D'abord, je crus que cela sentait le saucisson. Je me précipitai vers le bois. Tout ce que j'y gagnais, ce fut un rude éternuement. En m'avançant, je trouvai de grands lacs. De loin, on croyait que c'était une immense mare d'encre. Mais de près, l'eau en était claire et limpide. Une troupe de cygnes s'y tenait immobile. D'abord, je pensais que c'était un amas d'écume, mais ils sortirent de l'eau, et je les reconnus. Moi, je me tins aux bêtes de mon espèce. Je me liai avec des souris des champs et des bois, mais elles ne savent pas grand-chose, surtout en matière d'art culinaire. Lorsque je leur parlais de la soupe à la brochette, elles déclarèrent que la chose était une pure impossibilité. Je vis bien qu'elles ne connaissaient pas le secret que je poursuivais, mais elles m'apprirent pourquoi l'odeur était si forte dans la forêt, pourquoi plantes et fleurs étaient si aromatiques. Nous étions au mois de mai, en plein printemps. Près de la lisière de la forêt s'élevait une grande perche, haute comme le mât d'un navire. Tout en haut, des couronnes de fleurs, des rubans de couleur étaient attachés. C'était l'arbre de mai. Les garçons de ferme et les servantes dansaient autour, au son d'un violon qu'ils accompagnaient en chantant à tue-tête. J'allais me blottir à l'écart, dans une touffe de belle mousse bien douce. La lune donnait en plein sur ce tapis vert, couleur qui repose les yeux quand on les a fatigués. Tout à coup, je vis surgir autour de moi toute une troupe de charmantes petites créatures. Elles étaient conformées comme des hommes, mais mieux proportionnées. C'étaient des elfes. Ils portaient de magnifiques habits, taillés dans les feuilles des plus belles fleurs, garnis avec les ailes des plus brillants scarabées. C'était une délicieuse variété de couleurs. Ils avaient tous l'air de chercher quelque chose dans l'herbe. Quelques-uns s'approchèrent de moi. « Voilà ce qu'il nous faut !» dit un des plus gentils de ces elfes, en montrant ma brochette, que je tenais dans ma patte. Et plus il regardait mon bâton de voyage, plus il en paraissait enchanté. « Je veux bien te le prêter, dis-je, mais il faudra me le rendre. »« Rendre » s'écrièrent-ils en chœur. Et ils saisirent la brochette que je leur abandonnais. Ils s'en allèrent en dansant vers un endroit où la mousse n'était pas trop touffue. Là, ils fichèrent en terre ma brochette. Maintenant, je compris ce qu'ils voulaient. C'était d'avoir aussi leur arbre de mai. Ils se mirent à le décorer. Jamais je ne vis pareille magnificence. Des petites araignées vinrent couvrir le petit bâton de fil d'or et y suspendirent des bannières finement tissées qui volaient au vent. Au clair de la lune, la blancheur en était si resplendissante que j'en eus les yeux éblouis. Puis, ces industrieuses bestioles allèrent prendre les couleurs les plus éclatantes aux ailes des papillons endormis et vinrent en barioler leurs charmants tissus. Quelques pétales de fleurs, quelques gouttes de rosée qui brillaient comme des diamants furent placés çà et là avec goût. Je ne reconnaissais plus ma brochette. Jamais il n'y eut sur cette terre d'arbre de mai comparable à celui-là. On alla quérir les elfes pour qui on avait préparé toutes ces merveilles. Les seigneurs et les belles dames, ceux que j'avais d'abord vus n'étaient que des serviteurs. On m'invita à m'approcher pour jouir de la fête, mais pas trop près, car en remuant, j'aurais pu écraser de mon poids quelqu'un de la société. Les danses commencèrent. Quelle délicieuse musique j'entendis alors. À travers tout le bois résonnaient des chants d'oiseaux. C'était un son plein et harmonieux, et fort, comme celui d'un millier de cloches de verre. Le tout était accompagné du doux susurrement des branches d'arbres. Je distinguais aussi le tintement des clochettes bleues qui étaient suspendues à ma brochette.
qui, elle-même, frappée avec une tige de fleurs par un des elfes, rendait le son le plus mélodieux. Jamais je n'aurais cru la chose possible. Ce petit bâton devenait un instrument de musique. Tout dépend de la façon dont on s'y prend. J'étais transportée, touchée jusqu'aux larmes. Quoique je ne sois qu'une petite souris, j'ai la sensibilité vive, et je pleurais de joie. Que la nuit me parut courte. Mais en cette saison, il n'y a pas à dire, le soleil se lève de bon matin. À l'aurore vint un coup de vent qui emporta dans les airs toute cette splendide décoration de l'arbre de mai. Encore un instant, et tout cela disparut. 6 elfes vinrent poliment me rapporter ma brochette, me remerciant beaucoup, et ils me demandèrent si, en retour du service que je leur avais rendu, je ne voulais pas exprimer un vœu, que s'il était en leur pouvoir de l'accomplir, ils le feraient bien volontiers. Je saisis la balle au bond, et je les priai de me dire comment se prépare la soupe à la brochette. « Mais tu viens de le voir, répondit le chef de la bande. Tu ne reconnaissais plus ton petit bâton. Tu as bien vu tout le parti que nous en avons tiré. » « Mais je ne parle pas au figuré, répliquai-je. C'est d'une véritable soupe qu'il s'agit. » Et je leur contai toute l'histoire. « Vous voyez bien, ajoutai-je, que le roi des souris, ni son puissant empire, ne saurait tirer aucun profit de toutes les belles choses dont vous avez orné ma brochette, même si je pouvais les reproduire. Ce serait un charmant spectacle, mais bon, seulement pour le dessert, quand on n'a plus faim. » Alors, le petit elfe plongea son petit doigt dans le calice d'une violette et le promena ensuite sur la brochette. « Fais attention, dit-il. Quand tu seras de retour auprès de ton roi, touche son museau de ton bâton, sur lequel tu verras éclore, même au plus froid de l'hiver, les plus belles violettes. Comme cela, je t'aurai au moins fait un petit don, en récompense de ta complaisance. Et même, j'y ajouterai encore quelque chose. » À ces mots, la souricelle approcha la brochette de l'auguste museau de son souverain. Et en effet, le petit bâton se trouva entouré du plus joli bouquet de violettes. C'était une odeur délicieuse. Mais elle n'était pas du goût de la gente souricière, et le roi ordonna aux souris qui étaient près du feu de mettre leur queue sur les restes du feu, pour remplacer cette fade senteur, bonne, dit-il, pour les hommes tout au plus, par une agréable odeur de roussi. Mais, dit alors le roi, le petit elfe n'avait-il pas promis encore autre chose ? Oui, répondit la souris, il a tenu parole. C'est encore une jolie surprise du plus bel effet. Les violettes, dit-il, c'est pour la vue et l'odorat. Je vais maintenant t'accorder quelque chose pour l'ouïe. Et la souris retourna sa brochette. Les fleurs avaient disparu. Il ne restait plus que le petit morceau de bois. Elle se mit à le mouvoir comme un bâton de chef d'orchestre et à battre la mesure. Oh, Dieu, quelle drôle de musique on entendit. Ce n'étaient plus les sons divins qui avaient retenti dans la forêt pour le bal des elfes. C'étaient tous les bruits imaginables qui peuvent se produire dans une cuisine. Les souris étaient tout oreilles. On entendait le pétillement des sarments, le ronflement du four, le bouillonnement de la soupe, le crépitement de la graisse, le bruit continu d'une pièce de viande qui rôtit et se rissole. Soudain, on aurait dit qu'un coup de vent venait d'activer le feu, de façon que pots et casseroles débordèrent, et ce qui en tomba sur les charbons fit un grand tintamarre. Puis, plus rien. Silence complet. Peu à peu, commença un léger bruit, comme un chant doux et plaintif. C'est la bouilloire qui s'échauffe. Le son devient plus fort, l'eau entre en ébullition. C'est de nouveau un bacchanal, produit par une douzaine de casseroles, les unes en majeur, les autres en mineur. La petite souris brandit son bâton avec une rapidité de plus en plus grande. Les pots écument, jettent de gros bouillons qui produisent un gargouillement bruyant, tout déborde, tout se sauve, c'est comme un sifflement infernal. Puis un nouveau coup de vent passe par la cheminée. Ouh! Ah! Quel fracas! La petite souris, effrayée, laisse tomber son bâton. On n'entend plus rien. En voilà une fameuse cuisson, dit le roi. Allons, conserve la soupe. Mais c'est là tout, répondit la souris. La soupe est partie tout entière dans le feu. C'est une mauvaise plaisanterie, dit le roi. Allons,
à la suivante. Ce que raconta la seconde souricelle. Je suis née dans la bibliothèque du château, dit la seconde petite souris. Il y a comme un sort sur notre famille. Presque aucune de nous n'a le bonheur de pénétrer jusqu'à la salle à manger ou jusqu'à l'office, objet de tous nos désirs. C'est aujourd'hui pour la première fois que j'entre dans cette cuisine. Cependant, pendant mon voyage, j'ai fréquenté plusieurs de ces lieux de délices. Dans cette fameuse bibliothèque qui fut mon berceau, nous eûmes souvent à souffrir de la faim, mais nous y acquîmes une belle instruction. La nouvelle du concours ouvert par ordre du roi pour la découverte de la recette de la soupe à la brochette arriva jusqu'à nous. Ma vieille grand-mère se souvint qu'un jour, elle avait entendu un des serviteurs de la bibliothèque lire tout haut, dans un des livres, ce passage. Le poète est un magicien. Il peut faire de la soupe rien qu'avec une brochette. Ma grand-mère me demanda si je me sentais poète. Je ne savais même pas ce que cela voulait dire. « Allons, me dit-elle, il te faut voyager et tâcher d'apprendre comment l'on devient poète. »« C'est au-dessus de mes moyens, répliquai-je. Mais ma grand-mère, qui avait souvent écouté ce qu'on lisait dans la bibliothèque, me dit que, d'après les plus savantes autorités, il y avait 3 ingrédients pour faire un poète: de l'intelligence, de l'imagination et du sentiment. Si tu te procures ces 3 choses, dit-elle, tu seras poète, et alors il te sera facile de préparer cette fameuse soupe. Je partis donc en voyage, à la quête de ces 3 qualités. Je me dirigeai vers l'ouest. L'intelligence, m'étais-je dit, est la principale des 3. Les 2 autres sont bien moins estimées dans ce monde. Donc je m'attachai à acquérir d'abord l'intelligence. Mais où la trouver ? « Regarde la fourmi, et tu apprendras la sagesse », a dit un certain roi des Israélites, comme ma grand-mère l'avait encore entendu lire. Donc je marchai sans m'arrêter, jusqu'à ce que j'eusse rencontré la première grande fourmilière. Là, je me mis aux aguets, pour saisir la sagesse au gîte. Les fourmis sont un petit peuple bien respectable. Elles ne sont qu'intelligence, d'outre en outre. Tout chez elles se passe comme un problème de mathématiques qui se résout bien méthodiquement. Travailler, travailler sans cesse et pondre des œufs. C'est là, disent-elles, remplir ses devoirs vis-à-vis du présent et de l'avenir, et elles ne font pas autre chose. Elles se divisent en supérieurs et en inférieurs. Le rang est marqué par un numéro d'ordre. La reine porte le numéro 1. Son opinion est la seule vraie. Elle possède, infuse, la quintessence de la sagesse. C'était de la plus haute importance pour moi. Il ne s'agissait plus que de reconnaître la reine au milieu de ces milliers de petites bêtes. J'entendis rapporter plusieurs propos d'elle qui témoignaient en effet d'une raison supérieure, car ils apparurent absurdes à ma pauvre cervelle. Elle prétendait que sa fourmilière était ce qu'il y avait de plus élevé dans le monde. Cependant, tout à côté, se trouvait un arbre qui dépassait la fourmilière d'une centaine de pieds. Mais on n'en parlait jamais. Et comme les fourmis sont aveugles, le dire de la reine passait pour la vérité même. Un soir, une fourmi égarée se mit à grimper sur l'arbre, et sans monter jusqu'à la cime, parvint cependant plus haut qu'aucune de ses sœurs n'était jamais montée. Lorsqu'elle fut de retour, elle parla de son ascension, et déclara que l'arbre lui semblait bien plus élevé que la fourmilière. Cela fut regardé comme une offense à l'honneur de la communauté, et la pauvre fourmi se vit condamnée aux travaux les plus pénibles, tels que charrier les insectes morts, etc. Mais, quelque temps après, une autre fourmi se fourvoya également sur l'arbre. Rentrée au bercail, elle parla de son excursion avec prudence et amphibologie, laissant cependant deviner à qui voulait comprendre que l'arbre était plus haut que la fourmilière. Comme elle était très considérée, qu'elle était une des dignitaires de la cour, loin de la persécuter comme la première, on plaça sur sa tombe, lorsqu'elle mourut, une coquille d'œuf en guise de monument, pour éterniser le souvenir de son courage et de sa science. Avec tout cela, je n'avais pu encore découvrir la reine, et j'étais toujours en observation. Je remarquai que les fourmis portaient de temps en temps leurs œufs à l'air pour les mettre au soleil. Un jour, j'en vis une qui ne pouvait plus ramasser son œuf pour le rentrer. 2 autres accoururent pour l'aider, mais elles étaient elles-mêmes chargées chacune d'un œuf.
En secourant leurs compagnes, elles faillirent laisser tomber leur fardeau. Aussitôt, elles s'enfurent, laissant la pauvrette dans l'embarras. « Voilà qui est bien agi, c'est la sagesse même, entendis-je une voix s'écrier. Chacun est son plus proche prochain. Nous autres fourmis, nous ne nous y trompons jamais, nous naissons toutes raisonnables. Cependant, parmi nous toutes, c'est moi qui ai la plus haute raison. » À ces mots, je vis, au milieu de la foule qui grouillait, une fourmi se dresser orgueilleusement sur ses pattes de derrière. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était la reine. Je la happais d'un coup de langue et je l'avalais. Je possédais donc la sagesse et l'intelligence. Ce n'était pas assez. Je me mis à mon tour à grimper sur l'arbre qui ombrageait la fourmilière. C'était un beau chêne, déjà plus que séculaire. Il avait à sa cime une magnifique couronne. Je savais par ma grand-mère que les arbres sont habités par des êtres particuliers, des dryades, une nymphe qui naît avec l'arbre et qui meurt avec lui. En effet, au sommet, dans un creux de l'arbre, se trouvait une jeune fille d'une beauté surhumaine, ce qui ne l'empêcha pas de pousser un cri d'effroi en m'apercevant. Comme toutes les femmes, elle avait peur des souris. De plus, elle savait que j'aurais pu ronger l'écorce de l'arbre auquel son existence était attachée. Je lui dis de bonnes paroles et la rassurai sur mes intentions. Elle me prit dans la main et me caressa doucement. Je lui contai pourquoi je m'étais hasardée à courir le monde. Elle me promit que le soir même peut-être, je posséderais une des deux choses qui me manquaient pour devenir poète. « Le beau Fantasus, dit-elle, le dieu de l'imagination, vient souvent se reposer sur ce chêne, dont il aime le tronc noueux et puissant, les fortes racines, la majestueuse couronne, qui, en hiver, brave la tempête et les neiges, et en été, forme ce magnifique dôme de verdure d'où l'on domine le vaste paysage que tu vois derrière toi. Les oiseaux qui y abondent chantent leurs aventures dans les contrées lointaines. La cigogne, dont le nid est accroché là-bas, à la seule branche morte, nous raconte même les merveilles du pays des pyramides. Tout cela plaît à Fantasus. Il aime aussi à m'entendre faire le récit de ma vie. Tout à l'heure, il doit venir me voir. Cache-toi en bas, sous cette touffe de muguet. Je trouverai bien moyen, pendant qu'il sera perdu dans ses rêveries, de lui arracher une petite plume de son aile. Jamais poète n'en aura eu de pareil. Et en effet, le brillant Fantasus arriva. La bonne dryade lui enleva une plume de ses ailes aux 1000 couleurs et me la donna. Je la mis dans l'eau pour la rendre moins coriace, puis avec assez de peine encore, je la rongeai. Je me trouvais donc posséder intelligence et imagination. Restait le sentiment. Je retournai à la bibliothèque. Je savais qu'elle contenait beaucoup de ces bons romans qui sont destinés à délivrer les humains de leur trop-plein de larmes et qui sont comme des éponges pour pomper les sentiments. Je me souvenais qu'on les reconnaissait à l'air appétissant du papier. J'en attaquai un, puis un second. Je commençai à ressentir dans tout mon être des tressaillements étranges. J'en dévorai un troisième. J'étais poète. Il n'y avait plus à en douter. J'avais des maux de tête, des maux de ventre, des douleurs partout. J'étais dans une agitation continuelle. Et maintenant, comment faire la soupe à la brochette ? Mon imagination me fournit force situations. Histoire, anecdote, proverbe. Où se trouve une brochette ? Ou ce qui y ressemble, un bâtonnet, un petit morceau de bois. Rien de plus amusant et de plus récréatif. C'est bien mieux qu'une vraie soupe. Ainsi, je vais commencer par narrer à votre majesté le conte où, d'un coup d'une petite baguette, la bonne fée transforma Cendrillon et tous les objets de la cuisine. Demain, ce sera une autre histoire, et ainsi de suite. « Assez de toutes ces fadaises, ce sont viandes creuses !» s'écria le roi. « À la suivante !» Psh, psh, entendit-on tout à coup. Une petite souris, la quatrième de la bande, celle qu'on avait crue morte, venait d'entrer dans la cuisine. Elle se précipita comme une flèche au milieu de l'assemblée, renversant la brochette couverte d'un crêpe qui avait été placée là en son souvenir. Ce que dit la quatrième souris lorsqu'elle prit la parole avant la troisième. Je me suis tout d'abord rendue dans la capitale d'un vaste pays, pensant que dans une grande ville je trouverais plus facilement des renseignements utiles. Comme je n'ai pas la mémoire des noms, j'ai oublié celui de cette ville. J'avais fait le voyage dans la charrette d'un contrebandier.
Elle fut saisie et conduite au palais de justice. Je me glissai en bas et me faufilai dans la loge du portier. Je l'entendis causer d'un homme qu'on venait d'amener en prison pour quelques propos inconsidérés contre l'autorité. « Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, dit le portier. C'est de l'eau claire comme la soupe à la brochette, mais cela peut lui coûter la tête. » À ces mots, je dressai les oreilles. Je me dis que j'étais peut-être sur la bonne piste pour apprendre la recette. Du reste, le pauvre prisonnier m'inspirait de l'intérêt, et je me mis en quête de sa cellule. Je la trouvai, et j'y pénétrai par un trou. Le prisonnier était pâle, avait une longue barbe et de grands yeux brillants. Le prisonnier gravait des vers et des dessins. Il avait l'air de bien s'ennuyer, et je fus la bienvenue auprès de lui. Il me jeta des miettes de pain, me donna de douces paroles et sifflota pour me faire approcher. Mes gentillesses le distrayaient. Je pris peu à peu entière confiance en lui, et nous devînmes une paire d'amis. Il partageait son pain avec moi, et de son fromage il me donnait mieux que la croûte. Nous avions aussi quelquefois du saucisson. Bref, je faisais bombance. Mais ce n'était pas tout cela qui me faisait plaisir. J'étais fière et heureuse de l'attachement de cet excellent homme. Il me caressait et me choyait. Il avait une vraie affection pour moi, et je le lui rendis bien. J'en oubliais le but de mon grand voyage. Je ne fis plus attention à ma brochette qui, un jour, glissa dans la fente du plancher où elle est encore. Je restai donc, me disant que, moi parti, le pauvre prisonnier n'aurait plus personne avec qui partager son pain et son fromage, ce qui paraissait lui faire tant de plaisir. Ce fut lui qui s'en alla. La dernière fois que je le vis, tout triste qu'il avait l'air, il me cajola avec tendresse et me donna toute une tranche de pain et la plus grosse moitié de son fromage. En sortant de sa cellule, il regarda en arrière et m'envoya un baiser de la main. Il ne revint plus. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. « Soupe à la brochette !» disait le concierge quand il était question de lui. Ces mots me rappelèrent l'objet de mon voyage, et je retournai dans la loge. Habitué aux bontés du prisonnier, je ne me méfiais plus assez des hommes. Je me montrais imprudemment. Le concierge m'attrapa, me caressa aussi, mais pour ensuite me fourrer dans une cage. Quelle horrible prison! On a beau courir, on ne fait que tourner sans avancer, et l'on rit de vous aux éclats. Le vilain portier m'avait enfermé pour servir d'amusement à sa petite fille. Un jour, me voyant toute désolée et essoufflée après une galopade désespérée que j'avais faite dans la roue de ma cage, « Pauvre petite créature, dit-elle, et tirant le verrou, elle me laissa sortir. J'attendis que la nuit fût devenue bien sombre. Alors, par les toits du palais de justice, je gagnai une vieille tour qui y était attenante. Elle n'était habitée que par un veilleur de nuit et un hibou. Le hibou valait mieux que sa mine. Il était vieux. Il avait beaucoup d'expérience et d'entre-gens. Il croyait descendre du fameux hibou, oiseau favori de Minerve, la déesse de la sagesse. Le fait est qu'il connaissait l'envers et l'endroit des choses. Quand ses petits émettaient quelque opinion inconsidérée, « Allons donc, disait-il, ne faites donc pas de soupe à la brochette. » Quand ils entendaient cela, les jeunes savaient qu'ils avaient dit une sottise. Le hibou me donna la bienvenue et me promit de me protéger contre tous les animaux malfaisants. Mais il me prévint que, si l'hiver était dur, il me croquerait. Comme je vous ai dit, c'était un animal très avisé, et rien ne lui en imposait. « Tenez, me dit-il une fois, le veilleur de nuit s'imagine être un personnage, parce que, quand il y a un incendie, il réveille toute la ville avec les fanfares qu'il tire de son corps. Mais il ne sait absolument rien faire au monde que de sonner de la trompe. Tout cela, c'est de la soupe à la brochette. » Je l'interrompis pour le prier de me donner la recette de ce mets. « Comment ?» dit-il. « Vous ne savez pas que c'est une façon de parler inventée par les hommes ? Chacun l'apprend plus ou moins dans son sens. Mais au fond, ce n'est que l'équivalent de rien du tout. »« Bien !» m'écriai-je, frappé de cette explication. « Ce que vous dites là anéantit toutes mes illusions sur cette fameuse soupe. Mais après tout, c'est bien la vérité, et la vérité est ce qu'il y a de plus précieux au monde. » Et je quittai la tour, et je me hâtai de revenir parmi vous, vous apportant non pas la soupe, mais quelque chose de bien plus estimable, la vérité.
Les souris, me disais-je, passent avec raison pour une race éclairée, et notre roi, renommé pour son esprit, sera enchanté de posséder la vérité, et il me fera reine. Ta vérité n'est que mensonge, s'écria la troisième souris, qui n'avait pas eu son tour de parole. Je sais préparer la soupe. Vous allez le voir de vos yeux. La merveilleuse recette. Moi, continua la troisième souris, je ne suis pas allée chercher des renseignements à l'étranger. Je suis restée dans notre pays, qui en vaut bien un autre et où l'on trouve tout ce que l'on veut. J'ai tout tiré de mon propre fond, de mes longues réflexions. Voici ce que j'ai trouvé. Placez une marmite sur le feu. Bien, versez-y de l'eau, encore plus, tout plein jusqu'au bord. Voyons maintenant, activez bien le feu. Du bois, du charbon, il faut que cela cuise à gros bouillon, c'est cela. Le moment est venu. Jetez-y la brochette. Dans 5 minutes, ce sera prêt. Il ne manque plus qu'une chose, que notre gracieux souverain daigne remuer le liquide bouillant avec son auguste queue pendant 2 minutes au moins. Mais, pour que le régal soit parfait, il faut bien tourner 1 minute de plus. Faut-il que ce soit justement ma queue ? Demanda le roi. Oui, sire, répondit la souris. Les queues de vos sujets n'ont pas cette vertu unique dont est douée celle de votre majesté. L'eau continuait à bouillir bruyamment. Le roi s'approcha de la marmite avec l'air le plus digne et le plus courageux qu'il put prendre, et étendit sa queue en rond, comme quand les souris écrèment un pot à lait, pour ensuite lécher leur queue. Mais à peine eut-il ressenti la chaleur et la vapeur, qu'il sauta en bas du foyer et s'écria. « Oui, c'est bien cela, c'est la vraie recette. Tu seras la reine. Quant à la soupe, nous la préparerons une autre fois, quand nous célébrerons nos noces d'or. Alors, en l'honneur de ce beau jour, nous en régalerons à gogo tous nos pauvres pendant 1 semaine. » Et le mariage fut aussitôt célébré, en grande pompe. Lorsque tout fut mangé et bu, et que chacun s'en retourna chez soi, plusieurs souris, entre autres les amies et parentes des 3 évincés, marmottaient entre elles. « Ce n'est pas là du tout de la soupe à la brochette, c'est de la soupe à la queue de souris. » Quant au récit qu'elles avaient entendu, elles trouvaient telle aventure intéressante, telle autre insipide et mal racontée. De même, lorsque l'histoire se répandit dans le monde, les avis furent très partagés. Les uns la déclaraient amusante, d'autres n'y voyaient que des fadaises. Enfin, la voilà telle quelle. La critique, en général, n'est que de la soupe à la brochette. Le stoïque soldat de plomb. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, tous nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme rouge et bleu n'était pas mal du tout. La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on souleva le couvercle de la boîte, fut « Des soldats de plomb !» Et c'est un petit garçon qui poussa ce cri en tapant des mains. Il les avait reçus en cadeau pour son anniversaire et tout de suite, il les aligna sur la table. Les soldats se ressemblaient exactement. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été fondu le dernier quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait cependant sur son unique jambe aussi fermement que les autres, et c'est à lui justement qu'arriva cette singulière histoire. Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets, dont un joli château de carton qui frappait tout de suite le regard. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans l'intérieur du salon. Au dehors, des petits arbres entouraient un petit miroir, figurant un lac sur lequel voguaient et se miraient des cygnes de cire. Tout l'ensemble était bien joli, mais le plus ravissant était une petite demoiselle debout sous le portail ouvert du château. Elle était également découpée dans du papier, mais portait une large jupe de fine batiste très claire, un étroit ruban bleu autour de ses épaules en guise d'écharpe, sur laquelle scintillait une paillette aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle tenait les 2 bras levés, car c'était une danseuse, et elle levait aussi une jambe en l'air, si haut que notre soldat ne la voyait même pas. Il crut que la petite danseuse n'avait qu'une jambe, comme lui-même. « Voilà une femme pour moi !»
pensa-t-il, mais elle est de haute condition, elle habite un château, et moi je n'ai qu'une boîte dans laquelle nous sommes 25. Ce n'est guère un endroit digne d'elle. Cependant, tâchons de lier connaissance. Il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui se trouvait sur la table. De là, il pouvait admirer à son aise l'exquise petite demoiselle qui continuait à se tenir debout, sur une jambe, sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats réintégrèrent leurs boîtes et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors, les jouets se mirent à jouer à la visite, à la guerre, au bal. Les soldats de plomb s'entrechoquaient bruyamment dans la boîte. Ils voulaient être de la fête, mais n'arrivaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes et la craie batifolait sur l'ardoise. Au milieu de ce tapage, le canari s'éveilla et se mit à gazouiller, et cela en vers, s'il vous plaît. Les deux seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat de plomb et la petite danseuse, elle toujours droite sur la pointe des pieds, les deux bras levés, lui bien ferme sur sa jambe unique. Pas un instant il ne la quittait des yeux. L'horloge sonna minuit. Alors clac! Le couvercle de la tabatière sauta. Il n'y avait pas le moindre brin de tabac dedans, c'était une attrape, mais seulement un petit diable noir. « Soldat de plomb, dit le diablotin, veux-tu bien mettre tes yeux dans ta poche ?» Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre. « Attends voir seulement jusqu'à demain, » dit le diablotin. Le lendemain matin, quand les enfants se levèrent, le soldat fut placé sur la fenêtre. Tout à coup, par le fait du petit diable ou par suite d'un courant d'air, la fenêtre s'ouvrit brusquement. Le soldat piqua, tête la première, du 3e étage. Quel équipé! Il atterrit la jambe en l'air, tête en bas, sur sa casquette, la baïonnette fichée entre les pavés. La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Ils marchaient presque dessus, mais ne le voyaient pas. Bien sûr. Si le soldat de plomb avait crié « Je suis là !» il l'aurait découvert. Mais lui ne trouvait pas convenable de crier très haut, puisqu'il était en uniforme. La pluie se mit à tomber de plus en plus fort, une vraie trombe. Quand elle fut passée, 2 gamins des rues arrivèrent. « Dis donc, » dit l'un d'eux, « voilà un soldat de plomb, on va lui faire un voyage. » D'un journal, ils confectionnèrent un bateau, placèrent le soldat au beau milieu, et le voilà descendant le ruisseau, les garçons courant à côté et battant des mains. Dieu, quelle vague dans ce ruisseau et quel courant! Bien sûr, il avait plu à verse. Le bateau de papier montait et descendait et tournoyait sur lui-même à faire trembler le soldat de plomb, mais il demeurait stoïque, sans broncher, et regardait droit devant lui, l'arme au bras. Soudain, le bateau entra sous une large planche couvrant le ruisseau. Il y faisait aussi sombre que s'il avait été dans sa boîte. « Où cela va-t-il me mener ?» pensa-t-il. « C'est sûrement la faute du diable de la boîte. Hélas, si la petite demoiselle était seulement assise à côté de moi dans le bateau, j'accepterais bien qu'il y fît 2 fois plus sombre. » À ce moment, surgit un gros rat d'égout qui habitait sous la planche. « Passeport !» cria-t-il. « Montre ton passeport, vite !» Le soldat de plomb demeura muet. Il serra seulement un peu plus fort son fusil. Le bateau continuait sa course, et le rat lui courait après en grinçant des dents, et il criait aux épingles et aux brins de paille en dérive. « Arrêtez-le! Arrêtez-le !» Il n'a pas payé de douane, ni montré son passeport. Mais le courant devenait de plus en plus fort. Déjà, le soldat de plomb apercevait la clarté du jour où s'arrêtait la planche, mais il entendait aussi un grondement dont même un brave pouvait s'effrayer. Le ruisseau, au bout de sa planche, se jetait droit dans un grand canal. C'était pour lui aussi dangereux que pour nous de descendre en bateau une longue chute d'eau. Il en était maintenant si près que rien ne pouvait l'arrêter. Le bateau fut projeté en avant, le pauvre soldat de plomb se tenait aussi raide qu'il le pouvait, personne ne pourrait plus tard lui reprocher d'avoir seulement cligné des yeux. L'esquif tournoya 2 ou 3 fois, s'emplit d'eau jusqu'au bord, il allait sombrer. Le soldat avait de l'eau jusqu'au cou et le bateau s'enfonçait toujours davantage. Le papier s'amollissait de plus en plus. L'eau passa bientôt par-dessus la tête du navigateur. Alors, il pensa à la ravissante petite danseuse qu'il ne reverrait plus jamais, et à ses oreilles tinta la chanson. « Tu es en grand danger, guerrier, tu vas souffrir la malmort. »
Le papier se déchira. Le soldat passa au travers. Mais au même instant, un gros poisson l'avala. Non, ce qu'il faisait sombre là-dedans, encore plus que sous la planche du ruisseau. Et il était bien à l'étroit, notre soldat. Mais toujours stoïque, il resta couché de tout son long, l'arme au bras. Le poisson s'agitait. Des secousses effroyables le secouaient. Enfin, il demeura parfaitement tranquille. Un éclair sembla le traverser. Puis la lumière l'inonda d'un seul coup et quelqu'un cria. « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu, monté à la cuisine, où la servante l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle saisit entre deux doigts le soldat par le milieu du corps et le porta au salon, où tout le monde voulait voir un homme aussi remarquable, qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Mais lui n'était pas fier. On le posa sur la table. Comme le monde est petit. Il se retrouvait dans le même salon où il avait été primitivement. Il revoyait les mêmes enfants, les mêmes jouets sur la table, le château, avec l'exquise petite danseuse toujours debout sur une jambe et l'autre dressée en l'air. Elle aussi était stoïque. Le soldat en était tout ému. Il allait presque pleurer des larmes de plomb, mais cela ne se faisait pas. Il la regardait et elle le regardait, mais ils ne dirent rien. Soudain, un des petits garçons prit le soldat et le jeta dans le poêle sans aucun motif. Sûrement encore, sous l'influence du diable de la tabatière. Le soldat de plomb tout ébloui sentait en lui une chaleur effroyable. Était-ce le feu ou son grand amour? Il n'avait plus ses belles couleurs. Était-ce le voyage ou le chagrin? Il regardait la petite demoiselle et elle le regardait. Il se sentait fondre, mais stoïque. Il restait debout, l'arme au bras. Alors la porte s'ouvrit. Le vent saisit la danseuse et telle une sylphide, elle s'envola directement dans le poêle, près du soldat. Elle s'enflamma et disparut. Alors le soldat fondit, se réduisit en un petit tas. Et lorsque la servante le lendemain vida les cendres, elle y trouva comme un petit cœur de plomb. De la danseuse, il ne restait rien que la paillette, toute noircie par le feu, noire comme du charbon. La tirelire. Il y avait une quantité de jouets dans la chambre d'enfant. Tout en haut de l'armoire trônait la tirelire sous la forme d'un cochon en terre cuite. Il avait naturellement une fente dans le dos, et cette fente avait été élargie à l'aide d'un couteau pour pouvoir y glisser aussi de grosses pièces. On en avait déjà glissé 2 dedans, en plus de nombreuses menues monnaies. Le cochon était si bourré que l'argent ne pouvait plus teinter dans son ventre, et c'est bien le maximum de ce que peut espérer un cochon tirelire. Il se tenait tout en haut de l'armoire et regardait les jouets en bas dans la chambre. Il savait bien qu'avec ce qu'il avait dans le ventre, il aurait pu les acheter tous, et cela lui donnait quelque orgueil. Les autres le savaient aussi, même s'ils n'en parlaient pas. Ils avaient d'autres sujets de conversation. Le tiroir de la commode était entr'ouvert, et une poupée un peu vieille, et le cou raccommodé, regardait au dehors. Elle dit « Je propose de jouer aux grandes personnes. Ce sera une occupation. » Alors, il y eut tout un remue-ménage. Les tableaux eux-mêmes se retournèrent contre le mur. Ils savaient pourtant qu'ils avaient un envers, mais ce n'était pas pour protester. On était au milieu de la nuit. La lune, dont les rayons entraient par la fenêtre, offrait un éclairage gratuit. Le jeu allait commencer, et tous étaient invités, même la voiture de poupée, bien qu'elle appartînt aux jouets dits vulgaires. « Chacun est utile à sa manière, disait-elle. Tout le monde ne peut pas appartenir à la noblesse. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. » Le cochon tirelire seul reçut une invitation écrite. On craignait que, placé si haut, il ne pût entendre une invitation orale. Il se jugea trop important pour donner une réponse et ne vint pas. S'il voulait prendre part au jeu, ce serait de là-haut, chez lui. Les autres s'arrangeraient en conséquence. C'est ce qu'ils firent. Le petit théâtre de marionnettes fut monté de sorte qu'il put le voir juste de face. Il devait y avoir d'abord une comédie, puis le thé, ensuite des exercices intellectuels. Mais c'est par ceci qu'on commença tout de suite. Le cheval à bascule parla d'entraînement et de pur sang, la voiture de poupée de chemin de fer et de traction à vapeur. Cela se rapportait toujours à leur spécialité. La pendule parla politique, tic-tac. Elle savait quelle heure elle avait sonné, mais les mauvaises langues disaient qu'elle ne marchait pas bien.
La canne se tenait droite, fière de son pied ferré et de son pommeau d'argent. Sur le sofa s'étalaient deux coussins brodés, ravissants mais stupides. La comédie pouvait commencer. Tous étaient assis et regardaient. On les pria d'applaudir, de claquer ou de gronder suivant qu'ils seraient satisfaits ou non. La cravache déclara qu'elle ne claquait jamais pour les vieux, mais seulement pour les jeunes non encore fiancés. « Moi, j'éclate pour tout le monde » dit le pétard. « Être là ou ailleurs » déclarait le crachoir, et c'était bien l'opinion de tous sur cette idée de jouer la comédie. La pièce ne valait rien, mais elle était bien jouée. Les acteurs présentaient toujours au public leur côté peint. Ils étaient faits pour être vus de face, pas de dos. Tout se jouait admirablement, tout à fait en avant, et même hors du théâtre, car leur fil était trop long, mais il n'en était que plus remarquable. La poupée raccommodée était si émue qu'elle se décolla, et le cochon tirelire, bouleversé à sa façon, décida de faire quelque chose pour l'un des acteurs. Par exemple, le mettre sur son testament pour qu'il soit couché près de lui, dans un monument funéraire quand le moment serait venu. Tous étaient enchantés, de sorte qu'on renonça au thé, et on s'en tint à l'intellectualité. On appelait cela jouer aux grandes personnes, et c'était sans méchanceté, puisque ce n'était qu'un jeu. Chacun ne pensait qu'à soi-même et aussi à ce que pensait le cochon tirelire, et lui pensait plus loin que les autres, à son testament et à son enterrement. Quand en viendrait l'heure, toujours plus tôt qu'on ne s'y attend, patatras! Le voilà tombé de l'armoire, le voilà gisant par terre en 1000 morceaux. Les pièces dansent et sautent à travers la pièce. Les plus petites ronflent, les plus grandes roulent, surtout le dalleur d'argent qui avait tant envie de voir le monde. Il y alla, bien sûr, toutes les pièces y allèrent, mais les restes du cochon allèrent dans la poubelle. Le lendemain, sur l'armoire, se tenait un nouveau cochon tirelire en terre vernie. Il ne contenait encore pas la moindre monnaie, et rien ne tintait en lui. En cela, il ressemblait à son prédécesseur. Il n'était qu'un commencement, et pour nous, ce sera la fin du conte. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier vlog lecture sur le tome 2 des contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Alors j'ai pas fait ce que j'ai dit parce que j'avais prévu de faire en fait 3 fois 3 contes et au final je vais faire que en 2 fois. Comme ça les contes de Andersen vont terminer en même temps que les Hauts du Hurlevent. Et mis à part la vidéo du mercredi, j'aurai entre guillemets 2 semaines où je n'enregistrerai pas d'autres vidéos et je ferai pas de montage. Parce que c'est le but. Bon, le but c'est pas de me reposer, le but c'est de passer mes certifs. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais passer en fait certification du projet Voltaire et celle du Robert. Parce que je vais finir aussi mi-avril ma formation de lectrice-correctrice, ce qui fait que je commence à en parler, on ne sait jamais s'il y a un auteur ou une maison d'édition qui passe par là. Hein. Mais bref, j'ai envie de temps pour réviser, pour être sûre de mettre toutes les chances de mon côté et avoir les meilleures notes. Bon, ça va aller, je pense. Hein. Mais bref, on a lu 5 contes au lieu des 3 prévus. Et la vidéo de la semaine prochaine sera à peu près équivalente en temps à celle-ci. Sauf qu'il n'y en aura que 4. Nous avons lu Le Shilling d'argent, qui était tout beau, tout propre, mais il m'était vachement familier. Je me demande s'il n'y avait pas cette version-là dans le premier tome d'Andersen, ou alors peut-être chez les Grimm. Parce que c'est vraiment ça me disait vraiment quelque chose. Le soldat de plomb aussi, et peut-être bien la tirelire. Ce qui serait pas gênant, mais après c'est peut-être aussi le fait que les contes voyagent et ce qui fait qu'on peut retrouver un petit peu les mêmes trucs ailleurs. Mais je suis quasiment sûre de l'avoir déjà lu pour la chaîne, ce qui serait pas très grave parce que si c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, vous avez oublié. Hein. Donc, je trouvais ça assez sympa.
Ce qui est un peu une morale en fait sur le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur alors il a une valeur. Et sorti en fait de son milieu, sorti de son pays, il a pas de valeur. Donc, mais après je trouve qu'il y a vraiment dans les contes d'Andersen une espèce de nostalgie par rapport au pays, enfin à l'endroit d'où l'on vient. Mais je le perçois un peu comme ça, moi, l'auteur. Bref. Le chimie d'argent, je le trouve mignon. Puis j'aime assez en fait les contes autour des objets, ça dépend lesquels. Mais là, c'est souvent un récit de voyage, mais c'est un truc qui fait une boucle aussi. Comme lui-même, c'était un shilling qui avait été percé pour en faire un médaillon, qui est redevenu pièce, qu'on a essayé de fourguer, refourguer parce que c'était une fausse pièce. Qui ne l'a pas fait, hein, d'essayer de fourguer une fausse pièce. Euh, ouais, moi je l'aime bien, hein, ma foi. Ça fait le parcours initiatique. Je le trouve très classique très classique dans le mode d'action, enfin le mode dans la façon de le raconter, et, la construction du conte, je trouve. J'ai l'air fatiguée, moi. J'ai bien carburé aujourd'hui. Ensuite, nous avons lu Le Soleil raconte. Là, ma foi, c'est le soleil, la pluie et le vent qui se bataillent pour savoir qui c'est qui va raconter une histoire, et au final, c'est le soleil qui raconte. On était un peu sur une espèce de... Après, peut-être que le soleil raconte des choses lumineuses, alors que la pluie et le vent, ça va être des choses qui sont plus sombres, plus tristes. Et c'était assez mignon, le côté très magique avec le cygne qui se déplace, le cygne d'orge, l'histoire de la plume. Et ça rappelle que comment dire? Ça rappelle aussi que le savoir est important. Ça rappelle que bon, l'argent... Il y a souvent des histoires d'argent dans les contes. Il était sympa celui-là, j'ai bien aimé, il était très poétique. On a lu La soupe à la brochette. C'est un peu une histoire. La soupe aux cailloux, pour moi, c'était pas forcément une expression, je sais plus. Vous savez, des fois, quand il y a des expressions qu'on apprend quand on est enfant, on va prendre ça pour argent comptant. Et ça revient des années après, on est toujours persuadé que ceci a bien une recette de soupe à la brochette. Ça me fait un peu penser à ça, un côté assez initiatique là aussi, puis un peu absurde, et en même temps, ouais, en fait, dire croyez pas tout ce que vous entendez. La soupe à la brochette, c'est un peu du flan, quoi. Mais c'était assez mignon, et ça me faisait penser quelque part aux Mille et une nuits, à une espèce de quête absurde qui est lancée comme ça, et des souris qui sont, enfin des souricelles qui sont condamnées à aller chercher cette fameuse recette pour un roi qui a dit que c'était un ordre et puis que c'était comme ça. Mais je trouvais ça assez coco. Et au final, le j'aime bien que la quatrième souris dise bah c'est du flan. Et la troisième souris, celle, la dernière qui parle, elle dit bah si, on va la faire la soupe à la brochette. Allez hop, on met une grande marmite, de l'eau, tu mets à bouillir, tu mets la brochette dedans, et c'est la queue du roi qui doit le mélanger. C'est malin, parce que quelque part, par la flatterie, elle coince le roi, elle le prend à son propre piège, et elle l'empêche en fait presque de se venger, parce que il faut pas qu'il perde la face non plus, un truc comme ça. Donc c'était sympa. Ça me faisait penser aux Mille et une nuits, moi, hein, dans la manière dont c'était construit. Je me répète, je pense. Le stoïque soldat de plomb, pour moi, c'est le petit soldat de plomb. Alors, je suis convaincue de l'avoir déjà lu pour ici, parce que c'est pas très grave, hein. Il est Mimi, le soldat de plomb. Oh, je pensais que vous le verriez. Basile, il est juste là. Et ce petit trou du cul, je vais vous montrer. En fait, Basile et Lily, ils m'ont, ils m'ont bousillé ma chaussette de micro.
Ce qui fait que bah, faut qu'on en commande une, mais bah, faut trouver la bonne taille. Donc je me suis demandé à un moment si j'allais pas foutre tout bêtement une chaussette dessus. Une vraie chaussette. Et on dit une bonnette de micro. Sachez-le. Bah je le savais pas. Un vilain chat. Non mais ce chat ne peut pas être coupable. C'est pas possible. Regardez, il est innocent. Là, une soupe à la brochette, ce chat. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Oui, bah le soldat de plomb, mais je crois que je l'ai vu en dessin animé aussi. C'est pas spécialement mon préféré. Je trouve qu'il est inspiré de pas mal de trucs. Je crois qu'on a aussi on avait une Pinocchio aussi, à un moment, qui a fini avec son père, avec Geppetto, dans l'estomac d'une baleine. On a Jonas qui a fini dans l'estomac d'une baleine. Je sais pas s'il y a d'autres histoires comme ça avec des gens qui finissent dans l'estomac de poissons ou de cétacés ou. J'en connais. Je connais que ces deux-là comme ça, mais je pense que c'est possible qu'il y en ait d'autres. Je me demande s'il n'y en a pas chez Nils Holgersson d'ailleurs. Je sais plus. C'est pas spécialement mon préféré parce qu'au final, à part se regarder et puis se dire bah tiens, toi aussi t'as une patte en moins, il n'y a pas non plus un amour. Enfin, c'est un amour un petit peu absolu entre le stoïque soldat de plomb qui a l'arme au bras, qui est stoïque, qui est droit et fier. Puis la danseuse qui évidemment est délicate. Donc, ouais, c'est pas mon préféré. Sympa, sans plus. Je suis pas très fan en fait des histoires qui finissent pas très bien. Et la tirelire, au final, on a un cochon qui était tellement rempli de sous qui ne teintait plus, qui a été cassé, qui a été remplacé. Et le nouveau cochon, il a toujours cette espèce de. Le nouveau cochon, il a toujours cette espèce d'arrogance qu'avait le premier. C'est peut-être un petit peu trop enfantin en fait pour moi. Pour moi maintenant. Je pense que j'ai préféré le premier volume. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est sympa à regarder quand même. La semaine prochaine, nous allons lire le samedi les quatre derniers contes qui sont un petit peu longs. On a La vieille maison, Le vieux réverbère, Le vilain petit canard et Les voisins. C'est la semaine des 4 V. C'est samedi V. Pour le dimanche, il va rester 2 fois des lectures des Hauts de Hurlevent. Après, c'est fini. Après, comme je vous disais, je ferai une pause de 15 jours, le temps de passer mes certifications. Et ce sera reparti pour de nouvelles lectures. On va partir sur des contes slaves traduits par Louis Léger et par Sido et les Vries de la Vigne, donc des courts romans ou des nouvelles de Colette, qui étaient au programme du bac. Donc le passe-ton bac, comme j'ai pu le faire un moment le lundi, je l'inclus maintenant dans les lectures du dimanche, parce que pourquoi pas, puis parce que j'ai moins de temps aussi. Mais que la lecture, j'aime toujours autant ça, donc je vais continuer de toute manière. Mais une petite pause. Je fais une petite pause de 15 jours, sauf les vidéos du mercredi, et avec un coup de bol, je vais avancer suffisamment pour pouvoir vous faire des vidéos pour les 2 prochains mercredis. Parce que pour le moment, c'est un book haul que vous avez dû avoir mercredi dernier. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. Lisez plein de bouquins, rêvez tout grand, passez du temps agréable. À tout bientôt. Et à demain pour les Hauts de Hurlevent pour ceux qui sont intéressés. Salut!